un feu massif fait rage, illuminant le ciel nocturne. Des balles de coton, l'or blanc du Mississippi, brûlent avec une fureur impossible. À travers la fumée épaisse et suffocante, une silhouette solitaire se déplace avec une délibération calme, son profil se découpant sur l'enfer. Il est censé garder cette richesse, mais au lieu de cela, il la regarde brûler, une satisfaction sinistre sur son visage. Il vient de porter un coup à l'homme qui possède son corps, mais pas son esprit. Il ne sait pas si sa femme, sa seule raison de vivre, a réussi à s'échapper dans le chaos, ni si les aboiements des chiens de chasse seront bientôt sur sa piste. Tout ce qu'il sait, c'est que la liberté est un feu qu'il doit traverser alors qu'il se détourne du brasier, laissant son ancienne vie être consumée par les flammes. Une question reste en suspens dans l'air enfumé. Un homme peut-il vraiment effacer son passé et renaître de ses cendres? Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour ensoleiller ma journée. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. La nuit était une couverture étouffante jetée sur la plantation d'Oakwood, juste à l'extérieur de Natchez, Mississippi, en l'an de grâce 1834. L'air lui-même semblait lourd, alourdi par l'humidité oppressive de la fin de l'été et l'odeur douce et écœurante du coton brut. C'était une odeur que Jeremiah Carter en était venu à détester. Le parfum du travail volé et des vies brisées. Dans la cour de stockage du coton, des centaines de balles serrées étaient empilées comme de petites collines pâles sous le regard indifférent d'un croissant de lune. Elles représentaient une fortune. Toute la récolte de la saison, attendant d'être expédiée en aval du fleuve vers les usines avides du monde, et Jeremiah en était le gardien. Il se tenait dans le silence profond, un silence qui n'était pas paisible, mais lourd d'une souffrance inexprimée. Il n'était rompu que par le chant rythmé des grillons et le murmure lointain et chuchotant du fleuve Mississippi. Un murmure constant d'une liberté qui semblait à un monde de distance. Jeremiah avait la fin de la vingtaine, un homme forgé par des années de travail forcé incessant. Ses épaules étaient larges, ses bras noués de muscles, mais c'étaient ses yeux qui le distinguaient. Ils étaient intelligents, vigilants, et ne manquaient rien, contenant une profondeur de pensée que les maîtres d'Oakwood préféraient ne pas voir dans leur propriété. Dans ses mains calleuses, il tenait un lourd gourdin en bois, sa surface usée et lisse par la prise des hommes avant lui. C'était le symbole de son devoir de garde de nuit, une position de confiance supposée qui ressemblait plus à une laisse dorée, un moyen de rendre un esclave complice de la garde des chaînes d'un autre. Son regard balaya la cour. Chaque balle de coton était un monument. Il ne voyait pas seulement des fibres tassées, mais la sueur des hommes et des femmes qui avaient planté les graines. Le sang des doigts piqués à vif pendant la récolte. Les larmes versées dans la chaleur écrasante de l'égreneuse. Il sentait le poids des chaînes de ses ancêtres dans la moelle même de ses os, un héritage froid et lourd qui imprégnait l'air des quartiers des esclaves et s'accrochait à eux comme le brouillard humide du Mississippi. C'était un désespoir si profond qu'il avait sa propre texture, un film granuleux qui recouvrait chaque instant de chaque jour. Il haïssait le coton, haïssait les douces fibres blanches avec une passion qui brûlait plus fort que n'importe quel soleil. C'était la source de leur misère, la manifestation physique de leur servitude. Alors qu'il faisait sa ronde lente et délibérée, ses yeux s'attardèrent sur quelque chose de nouveau. Une cargaison récente, amenée des champs au crépuscule, avait été empilée avec une négligence inhabituelle. Les balles étaient entassées au centre de la cour, formant un labyrinthe serré et désordonné de matériaux hautement inflammables. Il n'y avait pas de coupe-feu, pas de chemin clair entre les piles. Son regard dériva vers le haut, notant les feuilles cassantes et sèches des chênes qui bordaient la cour, témoignage des longues semaines sans pluie. Il lécha son doigt et le tendit en l'air, sentant la direction du vent dominant, une brise régulière soufflant du sud, directement vers la maison principale et le reste de la plantation. Une pensée, informe et terrifiante, une graine d'idées désespérées, commença à germer dans le sol fertile de son esprit. C'était une lueur de chaleur dans la froide obscurité de ses pensées, une possibilité si audacieuse qu'elle fit marteler son cœur contre ses côtes. Il la repoussa, sa main se resserrant sur le gourdin. De telles pensées étaient dangereuses. De telles pensées étaient la mort. Le crissement de bottes lourdes sur la terre battue annonça l'arrivée du contremaître Fyshe. L'homme se déplaçait avec une démarche arrogante. Sa cruauté était gravée dans les rides profondes qui encadraient sa bouche mince et rayonnaient des coins de ses yeux pâles et froids. Fyshe faisait ses rondes nocturnes avec un air théâtral d'importance. Sa présence était une menace constante et imprévisible. Il se nourrissait de la peur, la cultivant aussi soigneusement que le maître cultivait son coton. Il s'arrêta à quelques pieds de Jeremiah, ses yeux balayant la cour avec un regard de propriétaire. Il cherchait une excuse, une infraction mineure sur laquelle accrocher sa dose nocturne de brutalité désinvolte. Ses yeux se posèrent sur une seule balle, inclinée légèrement, son bord dépassant de quelques centimètres de la ligne nette de la pile. « Tu te crois meilleur que les ouvriers des champs, Carter ?» La voix de Fyshe était un grondement bas et rauque, épais de menace. « Debout ici avec ton gourdin.
Ce bois est la seule chose qui te sépare du fouet. Tu t'en souviens? Il donna un coup de pied dans le coin de la balle incriminée avec la pointe de sa botte. Ce coton vaut plus que 10 comme toi. Jérémia resta silencieux. Il avait appris depuis longtemps que le silence était sa seule armure. Il garda son visage à masque de soumission terne. Ses yeux fixés sur un point juste derrière l'épaule de Faish. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. La déshumanisation désinvolte, l'équation facile de sa vie contre une balle de fibres végétales, envoya une vague de fureur blanche et brûlante à travers lui. Jointure était blanche comme l'os là où il agrippait le gourdin, le bois gémissant faiblement sous la pression. Il pouvait sentir la piqûre fantôme du fouet sur son dos. Un souvenir transmis par le sang et l'histoire. Il pouvait sentir la sueur et la peur de la punition versée. Il pouvait entendre les supplications pour la miséricorde qui n'étaient jamais exaucées. Les mots de Faish n'étaient pas seulement une insulte. Ils étaient une distillation de toute leur existence. Ils valaient moins que la récolte qu'ils étaient forcés de cultiver. Faish eut un sourire narquois. Satisfait de l'immobilité rigide qu'il avait imposée aux gardes, il cracha un jet de jus de tabac près des pieds de Jérémia. Un dernier acte de mépris avant de se retourner et de continuer ses rondes, ses pas s'éloignant dans le silence oppressant. La rencontre, bien que brève, fut un catalyseur. C'était le silex frappant l'acier dans l'âme de Jérémia. L'idée abstraite et dangereuse de la rébellion, la graine informe qui avait pris racine quelques instants auparavant, se cristallisa maintenant en une résolution concrète et inébranlable. Il ne se contenterait pas de fuir. Il ne se glisserait pas simplement dans la nuit comme un voleur. Il laisserait un message. Il détruirait la source de la richesse de son maître. La chose même que Faish avait déclarée plus précieuse que sa vie. Le feu serait sa déclaration d'indépendance. Ce serait sa couverture, son chaos, son dernier mot cinglant dans une conversation qu'il n'avait jamais été autorisé à avoir. La décision s'installa en lui, non avec chaleur, mais avec un calme glacial et absolu. Juste avant que la fausse aube ne peigne le ciel oriental de nuances de violet et de gris meurtri, Jérémia s'éclipsa de son poste. Il se déplaça comme une ombre à travers les sentiers familiers de la plantation, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur la terre fraîche. Sa destination était un coin caché derrière le fumoir. Un petit endroit isolé, à l'abri des regards par un fourré de jasmin envahissant. Elle était déjà là. Une silhouette contre le bois brut du mur du fumoir. Et Lara, sa femme. Elle était aussi pleine de ressources que lui, et elle partageait son feu ardent, bien qu'elle le masquât d'une grâce calme et inébranlable qui était une source constante de sa propre force. Leur rencontre était toujours brève, des moments volés dans une vie qui n'était pas la leur, et leurs paroles étaient souvent codées, un langage privé d'espoir et de survie. Il tendit la main vers elle et leurs mains se joignirent dans l'obscurité. Son contact était son ancre, la seule force qui le rattachait à la terre dans un monde conçu pour le déchirer. Il la regarda dans les yeux et vit le reflet de sa propre épuisement. Les rides profondes et lasses qui parlaient d'un travail sans fin et d'une peur constante. Il sut avec une certitude qui lui fit mal à la poitrine qu'il ne pouvait pas la laisser affronter une autre saison de récolte. Il ne pouvait pas regarder la lumière dans ses yeux s'assombrir un peu plus chaque jour. Le brouillard du fleuve descend épais ces nuits, murmura-t-il, sa voix à peine un murmure. Une bonne nuit pour une longue marche. La prise d'Elara se resserra sur sa main. Elle comprit immédiatement. Son regard vacilla un instant vers la ligne sombre des bois qui bordaient la plantation. Une marche serait une bonne chose, répondit-elle, sa voix ferme, malgré le tremblement qu'il pouvait sentir dans ses doigts. Mais le chemin est dangereux. Tu ne peux pas te perdre dans le noir. J'ai balisé le chemin, dit-il, sa voix basse et urgente. Il porta sa main à ses lèvres. Un geste d'une tendresse désespérée. Avec des pierres. Tu n'as qu'à chercher les signes. L'étoile du Nord est le seul guide dont tu auras besoin après le fleuve. Il lui donnait la première partie du plan. Un plan qu'il avait méticuleusement élaboré dans les recoins secrets de son esprit pendant des semaines. Ce n'était pas seulement sa propre évasion qu'il préparait, mais une fuite coordonnée. Il créerait la diversion, un spectacle de feu et de chaos si grandiose qu'il attirerait tous les regards, chaque corps valide de la plantation. Et dans ce chaos, elle s'éclipserait. Il avait préparé le terrain, une piste de marqueurs subtils que seule elle reconnaîtrait, la menant vers le nord, vers le fleuve et la promesse de la liberté. Les enjeux de son plan étaient soudain immenses, magnifiés 1000 fois. Son succès n'était pas seulement pour sa propre libération, mais pour la sienne. S'il échouait, ils seraient tous les deux perdus. Ils restèrent ensemble un instant de plus. Deux âmes s'accrochant l'une à l'autre à l'aube naissante. Leur secret partagé, une chose fragile, terrifiante et belle. C'était la promesse d'un avenir qu'ils pouvaient à peine imaginer, un avenir qui devrait être acheté par le feu. Le jour suivant, Jérémia accomplit ses tâches assignées avec une conscience bifurquée. En surface, il était le même esclave soumis,
ses mouvements mesurés et ses yeux baissés. Mais sous cet extérieur placide, un nouveau moi opérait. Une créature de pur dessein froid. Le monde, autrefois toile de fond terne et monotone d'une vie de labeur sans fin, était devenu net et cristallin de détails. Chaque vue et chaque son était lourd de sens, soit comme une menace, soit comme une opportunité. Il était un fantôme se déplaçant dans sa propre vie. Ses véritables intentions cachées derrière le masque familier d'obéissance qu'il portait depuis sa naissance. Ses devoirs le menèrent près de la forge, un lieu de chaleur torride et du son percussif et rythmé d'un marteau sur une enclume, un son qui faisait autant partie d'eau coude que le bruissement des feuilles de canne. Tout en ramassant ostensiblement des débris de bois pour les feux de la cuisine, ses yeux, vifs et furtifs, balayèrent le tas de rebuts à l'extérieur de la gueule béante de la forge. Parmi les copeaux de métal jetés et les morceaux de charbon de bois, il le vit. Un petit morceau de silex aux arêtes vives, jugé trop petit pour l'usage du forgeron, gisait à côté d'un morceau ébréché d'acier d'une lime cassée. Son cœur frappa un seul coup puissant contre ses côtes. Pour n'importe qui d'autre, c'était un déchet sans valeur. Pour Jérémia, c'était la clé d'un nouveau monde. Feignant de trébucher sur une racine exposée, il se pencha, son corps dissimulant momentanément ses actions. Ses doigts, rudes et calleux, se refermèrent sur les pierres. Elles semblaient incroyablement lourdes dans sa paume, denses du poids de sa décision. Il les cacha dans une petite déchirure délibérée qu'il avait faite dans la doublure de son pantalon de toile grossière. L'acte était petit, presque insignifiant, mais il semblait aussi monumental que de déplacer une montagne. Plus tard, son travail le mena aux cuisines, un domaine de chaleur étouffante et une cacophonie d'odeurs. De la fonte du saindoux à la cuisson du pain, tandis que la cuisinière en chef réprimandait une jeune fille pour avoir renversé une mesure de farine, le regard de Jérémia balaya la pièce. Il trouva ce qu'il cherchait. Un tas de chiffons jetés dans un coin sombre, destinés à la cuve de savon à la lessive. Certains étaient imbibés de graisse provenant du nettoyage de la grande broche à rôtir, d'autres raidis par de l'huile de cuisson renversée. C'était de l'amadou parfait. Il observa le flux des mouvements dans la pièce, attendant le moment précis de distraction. Quand il arriva, il se déplaça avec une rapidité fluide. Saisissant une poignée serrée des chiffons les plus prometteurs, il les fourra sous sa chemise mince, le tissu graisseux semblant froid et étranger contre la chaleur de sa peau. Chaque acquisition, chaque composant volé de son plan était une petite victoire silencieuse. Une secousse mêlée de terreur et d'un but exaltant parcourut ses veines à chaque acte, de subterfuge réussi. C'était la première fois de toute sa vie qu'il se sentait vraiment maître de son propre destin. Le maître d'un destin qu'il façonnait de ses propres mains. Un destin qui n'appartenait pas à Alistair Dubois. Il passa le reste de la journée dans cet état de perception accrue. Son esprit une machine froide et calculatrice. Il suivait les horaires de patrouille des contremaîtres, notant les schémas prévisibles, les moments de distraction où ils s'arrêtaient pour partager une gorgée de whisky, les angles morts de leurs itinéraires où un homme pouvait disparaître de la vue pendant quelques minutes cruciales et non observées. Il n'était plus seulement un esclave, un bien meuble. Il était un stratège, un général planifiant une guerre avec une armée d'un seul homme, et le champ de bataille était la plantation même qui avait été sa prison. La confrontation qu'il redoutait mais qu'il savait inévitable arriva en fin d'après-midi dans la chaleur suffocante et chatoyante des champs de coton. Le vieux Ben, un homme dont l'âge était impossible à deviner mais qui était gravé dans la carte profonde et complexe des rides de son visage, était une figure emblématique d'eau coude. Son dos était courbé en permanence par une vie passée à se pencher vers la terre. Mais ses yeux, bien que souvent assombris par le chagrin, détenaient une sagesse profonde et pénétrante. Il avait tout vu. Il avait vu des soulèvements sur d'autres plantations, avait été témoin de la rétribution brutale et systématique qui suivait toujours. Les flagellations qui laissaient les hommes brisés, le fer chaud du marquage au fer, la finalité des ventes qui déchiraient les familles comme si elles n'étaient rien de plus que des rouleaux de tissu. Il avait appris que la survie de la communauté était un calcul délicat et amer de la conformité. Et il avait observé Jérémia. Il vit la nouvelle tension rigide dans ses épaules, la façon dont ses yeux balayaient constamment l'horizon, l'immobilité contre nature qui avait remplacé son masque habituel d'endurance lasse. Ben l'acula au bord du champ, près d'une ligne de cyprès, leurs racines noueuses s'enfonçant dans la terre comme des doigts anciens. Ils étaient assez loin du fouet toujours présent du conducteur pour que leurs paroles soient emportées par la brise. « Mon garçon », la voix de Ben était un râle sec, comme des feuilles crissant sur un sol dur et cuit par le soleil. « Je vois ce regard dans tes yeux. Je l'ai déjà vu chez mon frère, juste avant qu'il ne le vende au sud, dans les champs de canne à sucre. Sur une femme de la plantation Miller avant qu'elle ne s'enfuit dans le marais et que les chiens ne la retrouvent. C'est le regard d'un homme sur le point de déchaîner une tempête sur nous tous. » Il fit une pause, son regard lourd des fantômes de ses souvenirs. « Quoi que tu penses, souviens-toi que ce n'est pas seulement ton dos qui sentira le fouet. C'est celui de tout le monde. C'est celui d'Elara. »
La mention de son nom fut un coup physique, et Jérémia tressaillit. Il arrêta son travail, posant sa lourde ou sur le sol. Il regarda le vieil homme, les rides profondes de résignation gravées sur son visage, et ne ressentit pas de colère, mais une tristesse profonde et douloureuse. C'était ce que le système faisait. Il transformait les sages en lâches et les braves en fous. Et je vois le regard dans les tiens, vieux Ben. La voix de Jérémia était basse. Mais elle portait un nouveau tranchant qui fit légèrement écarquiller les yeux du vieil homme. Le regard d'un homme qui a oublié ce que c'est que de se tenir droit. Nous mourons un peu chaque jour ici. Il nous érode, morceau par morceau, avec le fouet, avec la chaleur, avec la connaissance que nos enfants ne sont pas les nôtres. Il nous laisse une coquille vide. Je préférerais mourir d'un coup, sur mes pieds, que de vivre une longue vie à genoux. Ben secoua lentement la tête, un geste de chagrin profond et enraciné qui allait au-delà du désaccord. La liberté n'est pas un feu que tu peux traverser en te brûlant, mon garçon. C'est une rivière que tu dois traverser. Silencieusement, dans le noir. Si tu fais grand bruit, les chasseurs viendront pour tout le monde. Peut-être, dit Jérémia, tournant son regard vers la lointaine cour de stockage. Un mirage scintillant de blanc dans la chaleur de l'après-midi. Mais parfois, la rivière est de l'autre côté du feu. La conversation s'arrêta là, laissant un poids froid dans l'air entre eux. La peur de Ben était une chose tangible, la terreur collective de générations qui connaissaient le prix de la défiance. Jérémia dut affronter la vérité indéniable dans les paroles du vieil homme. La possibilité très réelle que ses actions puissent entraîner des souffrances inimaginables sur les personnes qu'il laissait derrière lui. Mais cela ne le dissuada pas. Cela solidifia sa conviction qu'une mort lente et certaine en servitude n'était pas différente d'une mort rapide et incertaine dans la poursuite de quelque chose de plus. La tempête que Ben craignait arrivait. Et Jérémia en serait l'œil, son centre calme et délibéré. Sous prétexte de chercher des racines et des herbes comestibles dans les bois bordant la plantation, Jérémia commença la partie la plus critique de sa préparation. Ce n'était pas un acte de cueillette, mais un acte d'amour et de prévoyance, une ligne de vie tissée avec les matériaux de la forêt. Il balisait le chemin pour Elara. C'étaient des signes qu'ils avaient imaginés il y a longtemps, dans des moments volés d'espoir chuchotés. Un langage secret qui leur était propre. Il se déplaçait avec un but silencieux, ses sens en alerte maximale. Près du ruisseau qu'elle devrait traverser, il trouva un jeune sycomore et cassa l'une de ses branches inférieures, la laissant pendre à un angle contre nature, une blessure blanche et nette contre le feuillage vert. Plus loin, là où le chemin bifurquait, il créa un petit tas, apparemment accidentel, de 3 pierres plates, l'une sur l'autre. Un minuscule cairn d'espoir. Son marqueur le plus complexe était une sculpture dans l'écorce rugueuse d'un chêne massif. Pour un œil non averti, cela ressemblerait à une cicatrice naturelle, un endroit où la foudre avait autrefois effleuré le tronc, mais Elara reconnaîtrait la forme, une courbe subtile qui imitait le vol plongeant d'un busard des marais, un oiseau qu'ils avaient souvent observé ensemble. À chaque marque qu'il faisait, il l'imaginait la trouver. Il imaginait sa main traçant la branche cassée, ses yeux repérant les pierres sous la lumière tachetée du soleil, ses doigts reconnaissant la forme familière dans l'écorce. Il tissait une piste pour elle, un fil pour la conduire hors du labyrinthe de leur esclavage. Une vive pointe de peur, froide et perçante, le traversa à l'idée qu'elle fasse ce voyage seule, des 1000 dangers qui rôdaient dans les marais et les forêts, tant animaux qu'humains. Mais sa foi en sa force, en sa débrouillardise, était absolue. Elle n'était pas une fleur fragile. Elle était un roseau, mince mais incassable, capable de plier sous le vent sans se rompre. Ce chemin qu'il créait était plus qu'une série de directions. C'était un témoignage de cette foi. C'était une promesse qu'il pensait à elle, que son plan n'était pas seulement pour lui, mais pour eux. Le dernier coucher de soleil arriva, peignant le ciel occidental de teintes violentes d'orange, de pourpre et de rouge sang. Un feu céleste qui préfigurait celui, terrestre, à venir. Dans les quartiers des esclaves, le bourdonnement habituel du soir, fait d'épuisement et de conversations tranquilles, semblait étouffé, tendu, comme si l'air lui-même savait que l'équilibre fragile de leur monde était sur le point de se rompre. Jérémia et Lara s'assirent ensemble à l'extérieur de leur petite cabane sans fenêtre, partageant un dernier repas de bouillie de maïs et de porc salé. Ils parlaient à peine. Les mots étaient inadéquats pour ce qui se passait entre eux. Leur silence était lourd de sens, une tapisserie tissée de fils de père, d'amour, de détermination féroce et d'un dernier adieu désespéré. Il la regardait, gravant chaque détail de son visage dans sa mémoire. La façon dont une boucle de cheveux rebelle attrapait la dernière lumière du soleil. La fière ligne de sa mâchoire. La lumière profonde et pleine d'âme dans ses yeux. Cette image d'elle serait son talisman, la seule chose sacrée qu'il emporterait avec lui sur la route sombre qui l'attendait. Quand le repas fut terminé et que le ciel s'était assombri pour devenir un indigo piqué d'étoiles,
Il plongea la main dans sa chemise et en sortit une petite pochette bien ficelée qu'il avait fabriquée avec un morceau de cuir de rebut. Il la pressa dans sa main. Ses doigts se refermèrent autour, et elle le regarda avec une question dans les yeux. « Ce n'est pas grand-chose, » murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. Un morceau de viande séchée et un os aiguisé en pointe. C'était une maigre provision, une offrande pathétique face aux épreuves qu'elle allait affronter. Mais c'était tout ce qu'il avait à donner, un témoignage tangible de son attention pour elle. C'était une arme. C'était de la subsistance. C'était une promesse. Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes non versées, et glissa la pochette dans le corsage de sa robe. Ils échangèrent un dernier regard, un regard qui exprimait tout ce qui ne pouvait être dit. C'était un vœu, une prière, une dernière confirmation silencieuse de leur but commun. Puis, alors que la corne sonnait pour le dernier couvre-feu des quartiers, il se leva. Il était temps de se rendre à son poste. Il était temps d'allumer le feu. C'était leur dernier moment ensemble avant que le monde qu'ils connaissaient ne soit consumé par les flammes. La nuit s'approfondit, avalant les derniers vestiges du crépuscule. La lune, qui avait offert un croissant de lumière indifférente plus tôt, s'était maintenant entièrement retirée derrière une couverture de nuages épaisse et suffocante, plongeant le monde dans une obscurité profonde et absolue. Dans la cour de stockage du coton, Jérémia attendait. Il était une statue taillée dans l'ombre. Son immobilité contrastait vivement avec les battements frénétiques de son propre cœur. Il attendit que la lourde démarche familière du contremaître Feinsch termine sa première ode. Attendit le bruit de la porte de la cabane de l'homme se fermant. Un son qui signalait un bref répit. Une fenêtre d'opportunité. Au moment où le léger clic résonna à travers la cour, Jérémia se mit en mouvement. Il ne courut pas. Il se glissa à travers les canyons étroits entre les balles de coton, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur la terre battue. Il se déplaça avec une grâce silencieuse et mortelle qu'il ne se connaissait pas. Sa destination, le cœur même du labyrinthe étroitement tassé, l'endroit où les balles négligemment empilées étaient les plus vulnérables. Ici, au centre de la richesse de son maître, il s'agenouilla. L'air était épais de l'odeur écœurante du coton, une odeur qui avait défini toute son existence. Ce soir, il lui donnerait une nouvelle odeur, l'odeur de la purification, de la rébellion. De la doublure déchirée de son pantalon, il récupéra ses trésors, le petit morceau de silex aiguisé et l'éclat ébréché d'acier. Ses mains tremblaient en les sortant. Mais ce n'était pas un tremblement de peur. C'était la vibration d'une vie entière de rage, refoulée enfin libérée. Une adrénaline brute, électrique qui aiguisa ses sens et concentra son esprit en un seul point brillant. Il sortit le paquet de chiffons imbibés d'huile de sous sa chemise, leur texture graisseuse une promesse de l'enfer à venir. Il positionna un coin du chiffon le plus sec contre le silex. Il prit une inspiration, l'air humide du Mississippi remplissant ses poumons pour la dernière fois en tant que Jérémia Carter, esclave d'eau coude. Il frappa l'acier contre le silex. Un grattement pathétique. Une pluie d'étincelles impuissantes qui moururent dans l'obscurité oppressante. Il ajusta sa prise, ses jointures blanches. Il frappa de nouveau, plus fort cette fois. Un son sec et grinçant qui sembla incroyablement fort dans le silence. Une seule étincelle défiante jaillit de la pierre. C'était une chose minuscule, un soleil miniature qui vécut une fraction de seconde, mais c'était suffisant. Elle trouva les fibres imbibées d'huile du chiffon. Pendant un moment à couper le souffle, rien ne se passa. Puis, une fine volute de fumée grise, presque invisible, s'enroula vers le haut. Un doigt fantomatique pointant vers les cieux. Une minuscule braise orange brillait à sa base, pulsant comme un cœur malveillant. Jérémia retint son souffle, nourrissant la fragile création de son immobilité. La braise grandit, et avec un sifflement doux et affamé, une petite flamme lécha le bord du chiffon. Elle n'était pas plus grosse que son pouce. Une chose délicate et dansante. Pourtant, elle contenait un univers de défis. Il la regarda, hypnotisé, alors qu'elle goûtait le carburant, sa couleur s'approfondissant d'un orange pâle à un jaune riche et vibrant. C'était le point de non-retour. L'homme qui s'était agenouillé dans l'obscurité avait disparu, consumé par cette première lueur de feu. À sa place se trouvait quelque chose de nouveau, un agent du chaos, un instrument de libération, son esprit forgé dans le creuset de cette première étincelle sacrée. Le feu ne grandit pas. Il explosa. La petite bouche, affamée de la flamme, devint une gueule vorace. Elle dévora le chiffon imbibé d'huile en quelques secondes et bondit avec un rugissement avide sur la balle de coton la plus proche. Les fibres serrées, séchées à point par le long été chaud, s'enflammèrent avec un « whoosh » terrifiant. Ce qui avait été une seule flamme gérable devint un mur de feu en l'espace de quelques battements de cœur. L'incendie se propagea avec une vitesse qui défiait l'entendement. Bien plus vite que même Jérémia ne l'avait anticipé. Une rafale de vent, la même brise du sud qu'il avait notée plus tôt,
balaya la cour, attrapant les braises et les projetant comme des graines enflammées sur les balles environnantes. Une pile s'enflamma, puis une autre, et une autre. Une réaction en chaîne d'une fureur incandescente. La nuit ne fut pas seulement illuminée. Elle fut violemment déchirée. Une lueur orange infernale et pulsante remplaça l'obscurité, transformant le dessous des nuages en un plafond rougeoyant et ardent. Toute la cour de stockage fut transformée en un brasier rugissant, une entité vivante monstrueuse de chaleur et de lumière. Le son était écrasant, un rugissement assourdissant qui noyait le chant des grillons et le murmure lointain du fleuve. C'était le son d'une bête géante se réveillant d'un long sommeil, sa voix une symphonie de destruction. Le crépitement et l'éclatement des balles de coton en feu ressemblaient à une fusillade, ponctuée par l'effondrement plus profond et gémissant des piles alors que leur intégrité structurelle cédait. La chaleur était un coup physique, une vague suffocante qui chassait l'air des poumons et brûlait la peau. L'odeur était âcre et suffocante, une combinaison nauséabonde de fibres végétales en combustion, de terre brûlée et du goudron fondant utilisé pour envelopper les balles. Des flammes, monstrueuses et inarrêtables, s'élevaient à des dizaines de pieds dans les airs. Leurs langues de feu léchant le ciel nocturne. Elles dansaient et se tordaient, un ballet monstrueux de libération, consumant l'or blanc du Mississippi et le transformant en une montagne de cendres noires et sans valeur. À travers la plantation, les premiers cris d'alarme commencèrent à retentir. De minces cris de terreur contre le rugissement écrasant du feu. Le spectacle de la destruction était complet. Un phare de rébellion brûlant vivement contre la toile sombre de la nuit. Dans le chaos qui éclata, Jérémia ne s'enfuit pas. La panique était un luxe qu'il ne pouvait pas s'offrir. Tandis que d'autres commençaient à courir hors de leur cabane, leurs visages illuminés par la lueur terrifiante, il se déplaça avec un but glacial et délibéré. Ses yeux balayèrent le bord des quartiers, cherchant une ombre spécifique parmi les nombreuses. Et puis il la vit, une forme fugace et gracieuse, se déplaçant non pas vers le feu, mais s'en éloignant. Et Lara. Elle se glissa hors de la porte de leur cabane, un petit paquet serré dans sa main, et se fondit dans l'obscurité plus profonde au bord des bois, exactement comme il l'avait prévu. Une vague de soulagement profond, si puissante qu'elle faillit lui faire plier les genoux, le submergea. La première partie, la plus importante, de son pari avait payé. Elle était en route. Cette connaissance lui donna une nouvelle force froide. Maintenant, les bruits d'alarme étaient partout. Des hommes, esclaves et libres, sortaient des cabanes et des baraques des contremaîtres. Leurs cris à un brouhaha confus de peur et de colère. Certains couraient vers le feu avec des sauts en bois inutiles, leurs efforts risiblement futiles contre l'enfer déchaîné. De sa petite cabane près de la cour, le contremaître Finch surgit, un fouet déjà enroulé dans sa main, son visage un masque, de rage apoplectique. Il beuglait des ordres qui étaient avalés par le rugissement des flammes. Son autorité incinérée par l'ampleur même du désastre. Ses yeux furieux balayèrent le chaos. Et puis ils trouvèrent Jérémia. Il ne courait pas, ne combattait pas le feu, ne criait pas. Il se tenait juste à l'extérieur du cercle principal de chaleur, son lourd gourdin en bois tenu lâchement dans une main, regardant la fortune d'Alistair Dubois se transformer en fumée. Le visage de Finch se crispa d'une nouvelle fureur spécifique. « Carter !» rugit-il, sa voix se brisant de rage alors qu'il chargeait en avant. « Espèce de chien paresseux. Prends un seau. Qu'est-ce que tu fais ?» Finch réduisit la distance entre eux. Son fouet levé, son intention claire. Il s'attendait à ce que Jérémia se recroqueville, court, supplie. Jérémia ne fit rien de tout cela. Il tint bon, un pilier de calme dans le maelstrom tourbillonnant. Il laissa le contremaître venir à lui, utilisant l'épaisse fumée tourbillonnante comme un écran. Alors que Finch se jetait en avant, balançant le fouet, Jérémia bougea. Il esquiva le coup, le claquement du cuir sifflant dans l'air là où sa tête avait été une seconde auparavant. Et alors que Finch trébuchait en avant, déséquilibré, Jérémia balança son lourd gourdin. Ce n'était pas un coup sauvage de panique. C'était un coup calculé et précis, visant non pas la tête de l'homme, car Jérémia n'avait aucun désir d'être un meurtrier, mais ses jambes. Le bois massif heurta le tibia de Finch avec un craquement humide écœurant qui fut audible même par-dessus le rugissement du feu. Finch tomba avec un cri aigu et strident de pure douleur et de choc, agrippant sa jambe brisée. Le fouet tomba de sa prise, atterrissant inutilement dans la poussière. En neutralisant Finch, Jérémia avait décapité la réponse immédiate. La poursuite serait désorganisée, retardée. Il s'était acheté, et plus important encore, à Elara, un temps précieux et irremplaçable. Il regarda une dernière fois la forme se tordant du contremaître, un symbole de tout le système brisé, maintenant brisé lui-même, et sans un mot, il se retourna et se fondit de nouveau dans l'épaisse fumée suffocante, laissant Finch à son agonie. La légende de Jérémia Carter naquit dans ces moments chaotiques, forgée dans le feu et murmurée sur le vent chargé de fumée.
Alors que les esclaves et les travailleurs blancs de la plantation se dépêchaient de former des chaînes de sceaux, ou simplement regardaient avec une admiration horrifiée la destruction, plusieurs d'entre eux aperçurent une silhouette se déplaçant à travers l'enfer. Ce n'était pas un homme fuyant de terreur. La forme qu'ils virent, déformée par le halo de chaleur chatoyant et obscurcie par les épais nuages de fumée, se déplaçait avec une autorité étrange et calme. C'était une apparition, un spectre né des flammes. Une femme, se précipitant pour éloigner ses enfants de la chaleur dangereuse, jura avoir vu un homme marcher près du cœur même du feu. Les flammes semblant s'écarter devant lui comme si elles reconnaissaient leur maître. Un jeune ouvrier agricole, figé de peur près de la remise à outils, vit une silhouette se déplacer le long du bord de la propriété, non pas en courant, mais en marchant d'un pas long et déterminé vers le fleuve. La silhouette était plus qu'un homme. C'était une ombre en forme d'homme. Sa forme indistincte et d'un autre monde. Une présence impossible dans un paysage infernal qui aurait dû tuer tout être vivant. L'histoire commença à prendre forme dans des murmures discrets et craintifs passés entre les esclaves, alors même que le feu faisait rage. Ce n'était pas seulement une évasion. C'était une ascension. Quelqu'un n'avait pas simplement fui. Il s'était soulevé. Il avait abattu le contremaître, avait traversé le feu même qui était la source de leur servitude, et avait simplement disparu. L'acte d'incendie criminel fut transformé en un événement mythique, un moment de défi surnaturel. L'acte individuel de rébellion de Jérémia devenait un symbole pour eux tous. La dernière fois que quelqu'un le vit, ce fut une silhouette, nette et noire contre le brouillard et la fumée teintée d'orange incandescent qui arrivait maintenant du fleuve. Il marcha vers l'eau, sa forme devenant de moins en moins distincte jusqu'à ce qu'il ne soit plus un homme, mais une tache d'obscurité contre la brume rougeoyante. Et puis il disparut. L'homme de fumée s'était évanoui dans le brouillard. La lumière grise et froide de l'aube se glissa sur l'horizon, révélant une scène de dévastation totale. Le verre vibrant de la plantation d'Oakwood avait été balafré par une grande blessure noire. Là où des centaines de milliers de dollars de coton avaient été empilés comme des monuments pâles à la richesse, il n'y avait plus qu'un champ de cendres noires et fumantes. Le feu s'était en grande partie éteint, laissant derrière lui une ruine fumante et puante qui fumait dans l'air frais du matin. L'air, autrefois épais de l'odeur sucrée du coton, empestait maintenant le charbon et la perte amère. Le maître de la plantation, Alistair Dubois, se tenait au bord de la dévastation, ses mains serrées en poing aux jointures blanches à ses côtés. C'était un homme habitué au contrôle, au monde qui se pliait à sa volonté, et le spectacle devant lui était un affront à son existence même. Son visage, habituellement un masque placide d'indifférence aristocratique, était marbré de rage, une veine palpitant visiblement à sa tempe. Il avait été réveillé dans la nuit par la lueur infernale dans le ciel et était arrivé de sa grande maison pour assister à la consommation finale de sa fortune. Le contremaître Fish fut amené devant lui, son visage pâle et luisant de sueur, sa jambe grossièrement attelée avec 2 morceaux de poteaux de clôture et des bandes de lin déchirées. Il s'appuyait lourdement sur 2 autres esclaves. Son arrogance habituelle remplacée par une grimace pathétique et douloureuse. Il raconta sa version des événements de la nuit. Sa voix rauque et faible. Peignant Jérémia non pas comme un homme, mais comme un démon né de l'ombre et de la malveillance. Il décrivit l'attaque, le coup calculé à sa jambe, et comment il avait vu Carter debout près des flammes, son visage illuminé d'un sourire démoniaque alors que le feu faisait rage. Il prit soin d'omettre ses propres railleries, sa propre cruauté désinvolte qui avait été l'étincelle pour l'amadou de la rage de Jérémia. Il le regardait brûler, maître Dubois, râla Fish, ses yeux écarquillés d'un mélange de douleur réelle et de peur théâtrale. Juste en le regardant, comme s'il était fier. Et la femme, elle est partie aussi, disparue de sa cabane. Ils ont dû le planifier ensemble. Les yeux froids de Dubois passèrent des ruines fumantes à la forme pathétique de Fish. Puis au visage des autres esclaves rassemblés à distance, leurs expressions un mélange soigneusement construit de peur et de chagrin. Il ne vit aucune de l'admiration, aucun du triomphe secret qu'ils savaient devoir scintiller dans leur cœur. La perte du coton était un coup financier catastrophique. Mais la perte de contrôle, l'audace pure et simple de la rébellion était une insulte qui coupait bien plus profondément. C'était un défi à l'ordre naturel de son mode. Trouvez-le. La voix de Dubois était trompeusement douce. Un sifflement bas et venimeux qui était plus terrifiant que n'importe quel cri. Trouvez le garçon. Et trouvez la femme, et Lara. Elle est partie aussi. Je veux qu'on les trouve. Il fit une pause, son regard balayant les hommes assemblés, ses yeux promettant une colère qui serait biblique dans sa portée. Peu m'importe ce que ça coûte. Lâchez les chiens. Envoyez des cavaliers à chaque passage, chaque ferry, chaque ville d'ici à Vicksburg. Je veux des affiches dans chaque colonie. Une prime, une grosse prime. Il tourna son regard vers le champ fumant de sa richesse perdue. Et quand vous le trouverez, continua-t-il, sa voix baissant encore plus.
Je ne veux pas qu'on le ramène pour le fouetter. Je veux la tête de Jeremiah Carter sur une pique, ici même, au bord de ce champ, comme un avertissement à toute autre propriété qui oublierait sa place. L'ordre resta suspendu dans la froid du matin, une promesse de vengeance brutale et exemplaire. La chasse officielle avait commencé. Tout le poids écrasant du système, de la loi qui protégeait des hommes comme Dubois et condamnait des hommes comme Jérémia, était maintenant mobilisé. La disparition d'Elara, maintenant officiellement liée à l'acte de défi de Jérémia, en faisait des complices. 2 fugitifs liés aux yeux du monde qui les chassaient maintenant. À des kilomètres au nord, le monde s'était rétréci au bois dense et marécageux qui pressait Elara de tous côtés. Elle était terrifiée. Un effroi de peur logeait au fond de son ventre. Mais sa terreur était une chose distincte de sa volonté. Sa volonté était une barre de fer. Elle se déplaçait avec une grâce prudente et délibérée, ses pieds nus ne faisant presque aucun bruit sur le sol humide et mousseux. Elle utilisait chaque parcelle de la connaissance de la survie qu'elle avait glanée au cours d'une vie d'observation, le savoir chuchoté transmis par sa mère et sa grand-mère. Elle écoutait le langage des oiseaux, notant leurs cris d'alarme, qui pouvaient signaler l'approche d'un prédateur ou d'un homme. Elle observait le mouvement des écureuils, le frétillement de la queue d'un cerf. Les bois, qui avaient toujours été un lieu de danger potentiel, étaient maintenant son seul sanctuaire, une entité vivante et respirante qui pouvait soit la cacher, soit la trahir. Son cœur martelait contre ses côtes, un battement de tambour frénétique contre la symphonie du marais. Elle pensait à Jérémia, une présence constante et douloureuse dans son esprit. Elle ne connaissait pas son sort. Elle ne pouvait que prier pour que le feu ait été la couverture dont il avait besoin, que lui aussi se déplaçait dans l'obscurité quelque part, se dirigeant vers le nord. Son amour pour lui, le souvenir de son visage dans la dernière lumière déclinante du coucher du soleil était le carburant qu'elle brûlait pour continuer à avancer, pour mettre un pied devant l'autre. L'aboiement lointain et lugubre des chiens parvint à ses oreilles. Un son qui envoya une pointe de glace pure dans ses veines. Ils étaient sur sa piste ou la sienne. Peu importait. Elle savait qu'elle devait briser sa piste olfactive. Elle dévia de son chemin, se frayant un passage à travers un épais bosquet de palmiers nains jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord d'un ruisseau au courant lent, son eau de la couleur du thé noir. Sans hésiter, elle entra dans l'eau froide, une étreinte choquante autour de ses chevilles, puis de ses genoux. Elle remonta le courant sur un demi-mile, la boue et l'eau aspirant ses jambes, les aboiements des chiens devenant plus faibles, plus confus. Quand elle sortit finalement sur la rive opposée, frissonnante et trempée, elle ressentit une lueur de triomphe. Elle les avait battus, pour l'instant. Elle continua, ses yeux scrutant le sol, les arbres, à la recherche des signes que Jérémia lui avait promis. Le doute commença à s'insinuer, un murmure froid et insidieux. Et si elle les avait manqués? Et si les chiens l'avaient forcée à s'éloigner trop du chemin? Et puis elle le vit. À la base d'un grand cyprès, presque caché par un enchevêtrement de racines, se trouvait un petit tas délibéré de 3 pierres plates. C'était exactement comme il l'avait décrit. Une vague d'espoir si puissante et pure qu'elle ressemblait à la lumière du soleil perçant à travers la canopée la submergea. Il l'avait fait. Il avait balisé le chemin. Il était là-bas, quelque part devant elle, pensant à elle, la guidant. Les pierres étaient plus qu'un marqueur. Elles étaient un message. C'était sa voix lui murmurant à travers les kilomètres, lui disant d'être forte, de continuer. Elle toucha la pierre du dessus, ses doigts traçant sa surface fraîche et lisse. C'était un lien tangible avec lui, une promesse d'un avenir qu'elle osait à peine imaginer. Sa résolution se durcit. Elle n'était pas seulement une fugitive, une créature terrifiée fuyant le fouet. Elle était Elara, et elle était en voyage vers son mari et vers une vie qui se construirait. De retour à Oakwood et dans les plantations voisines, l'histoire de l'incendie se propageait plus vite que les flammes ne l'avaient fait. Elle sautait de quartier en quartier, portée par la bouche des esclaves envoyés en mission, par les ragots des charretiers, par l'air lui-même. Mais l'histoire que les esclaves se racontaient en chuchotements discrets et excités n'était pas celle qu'Alistair Dubois racontait. Dans leur version, Jérémia n'était pas un criminel. C'était un héros. C'était une force de la nature. Il racontait comment il avait abattu le cruel contremaître Feisch, non pas avec un coup de chance, mais avec la fureur juste d'un ange vengeur. Il chuchotait qu'il n'avait pas simplement allumé un feu, mais qu'il l'avait fait descendre des cieux. Qu'il avait traversé le centre même de l'enfer, intact par les flammes. Il ne le voyait pas comme un homme qui s'était enfui. Il le voyait comme un fantôme qui s'était soulevé, un esprit de rébellion fait chair. Il était un symbole d'espoir, un témoignage du fait que le système n'était pas invincible, qu'un seul homme pouvait faire trembler les maîtres. La légende grandissait à chaque récit, embellie par la magie puissante de l'espoir et du désespoir. Le vieux Ben, le dos endolori et le cœur lourd, se retrouva pris dans les courants de cette nouvelle mythologie. Il écoutait les jeunes esclaves,
Leurs yeux brillants d'une lumière qu'ils n'avaient pas vue depuis des années, parlaient de Jérémia avec une admiration à couper le souffle. Ils l'appelaient l'homme de fumée, le marcheur de cendres. Ils débattaient pour savoir s'il s'était transformé en faucon et s'était envolé ou s'il s'était dissous dans le brouillard du fleuve lui-même. Ben ressentit un mélange complexe et troublant d'émotions. Il était terrifié par les répercussions, par la punition collective qui, il en était sûr, s'abattrait sur eux tous. Dubois n'était pas un homme à subir une telle insulte à la légère. Pourtant, sous sa peur, il y avait une lueur de respect, voire de fierté, à contre-cœur et indéniable, pour le courage impossible du garçon. Jérémia avait fait ce que Ben avait passé sa vie à se dire impossible. Il s'était tenu droit. Il avait refusé de mourir un peu chaque jour. La légende était déjà plus grande que l'homme. Une idée puissante qui ne pouvait être capturée par des chiens ou enchaînée par des primes. C'était un feu d'un autre genre, allumé dans les cœurs des gens que Jérémia avait laissés derrière lui. Un feu que Dubois, malgré toute sa richesse et son pouvoir, ne pourrait jamais éteindre. Jérémia lui-même était loin d'être la figure mythique des histoires. C'était un homme, froid, mouillé et terrifié. Il se cachait dans un épais fourré de cannes près d'un affluent boueux de la rivière Pearl. La réalité de sa situation s'abattant sur lui comme un linceul. Il était un fugitif, traqué, seul. Il était submergé jusqu'au cou dans l'eau trouble et stagnante, les épaisses tiges de canne formant un écran dense autour de lui. Il était là depuis des heures, son corps tremblant de manière incontrôlable d'une combinaison de froid et de peur primale brute. Il les avait entendus avant de les voir. Le tintement des harnais, les jurons bas des hommes, le halètement avide des chiens. Une patrouille. Il s'était enfoncé dans l'eau, retenant son souffle jusqu'à ce que ses poumons brûlent, priant pour que l'eau masque son odeur. Maintenant, il pouvait entendre leur voix, terriblement proche. La piste s'arrête net ici, à l'eau, dit une voix rude, si proche que Jérémia pouvait entendre l'homme cracher. Il est dans la rivière où il l'a traversée. Maudit soit-il. Dubois veut sa tête, répondit une autre voix. Il ne sera pas content si on le perd. Jérémia retint son souffle, son cœur un oiseau frénétique et piégé battant contre ses côtes. Il pouvait voir les formes déformées des hommes et de leurs chevaux à travers les cannes. Entendre les chiens gémir et barboter au bord de l'eau. C'était son premier vrai goût de la peur, en tant comme traqué. C'était un goût froid et métallique au fond de sa gorge, une reddition complète et totale du corps à l'instinct de survie. Il pensa au feu, non avec regret, mais avec une compréhension sombre et glaçante de sa nécessité absolue. Ça avait été une purification, une cautérisation de la blessure de sa vie passée. Il s'autorisa une brève pensée angoissante pour Elara. Était-elle en sécurité? Avait-elle trouvé ses signes? L'inquiétude était une douleur physique, une torsion aiguë dans ses entrailles. Il la refoula, l'écrasant avec le besoin immédiat de survivre. Il devait vivre pour elle. Il devait atteindre la rivière principale. Il devait trouver la prochaine étape du plan fragile qu'il avait établi. La patrouille s'attarda pendant ce qui sembla une éternité. Leur voix un faible murmure de frustration. Finalement, avec un juron et un ordre sec aux chiens, ils repartirent, leur bruit s'éloignant le long de la rive. Jérémia resta submergé, écoutant jusqu'à ce que les seuls sons soient le bourdonnement des insectes et le doux clapotis de l'eau contre les cannes. Ce n'est qu'alors qu'il s'autorisa à sortir, haletant, de sa cachette aquatique. Un homme renaissant dans un monde de péril incessant. Pendant 2 jours, Elara avait été un fantôme, une créature d'ombre et de brume. La faim était une douleur sourde et constante dans son ventre, et l'épuisement s'était installé profondément dans ses os, faisant de chaque pas un effort monumental. Elle était tombée sur la ferme par pur hasard, une petite clairière isolée dans le vaste et impitoyable désert. C'était une simple maison non peinte avec une solide cheminée en pierre, entourée de champs bien entretenus qui parlaient de travail acharné et d'ordre. Une profonde lassitude, l'instinct enraciné de toute sa vie lui disait de se retirer dans la sécurité des bois. Mais son désespoir, une force plus puissante que la peur, la poussa en avant. Elle s'effondra près du puits, son corps refusant finalement d'obéir à sa volonté. Elle se réveilla sur un matelas de paille moelleux dans un espace frais et sombre qui sentait la terre et les pommes. Une femme au visage aimable et buriné et aux cheveux de la couleur de l'argent filé posait un linge humide sur son front. Il n'y avait pas de chaîne, pas de cri de colère. Seulement une préoccupation calme et douce dans les yeux bleu pâle de la femme. C'était la cave de la famille Quaker, un lieu connu dans des chuchotements discrets parmi les désespérés comme un sanctuaire potentiel. Elara reçut un bol de ragoût chaud et une tasse de lait frais, et le simple acte de gentillesse fut si écrasant qu'il lui fit monter les larmes aux yeux. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée, sentant la force et la chaleur s'infiltrer de nouveau dans ses membres fatigués. Elle se reposa une journée entière, cachée du monde. Les sons rythmiques et paisibles de la ferme, un contraste saisissant avec la terreur de son voyage.
Avant de partir, alors que le soleil commençait à se coucher sur sa journée de répit, la femme du fermier, dont elle n'apprit jamais le nom, lui pressa un petit paquet de tissu dans les mains. Il contenait du pain et un morceau de fromage à pâte dure. « La route à venir est longue, mon enfant, » dit la femme, sa voix un murmure doux et régulier. « Le Seigneur peut guider tes pas, mais tu dois être sage comme un serpent. Ils cherchent un homme de feu, disent-ils. Mais ils attraperont toute âme qu'ils trouveront errant sans laisser passer. Ton voyage est vers le nord, toujours vers le nord. » Elle se pencha plus près, son expression sérieuse. « Suis la rivière. Et quand tu arriveras à la grande rivière, le Mississippi, cherche le batelier qui chante Sion. Il saura qui t'envoie. » Les mots furent une révélation. Une autre pièce du plan impossible et complexe de Jérémia se mettait en place. Il ne l'avait pas seulement mise sur un chemin. Il avait organisé un passage, de l'aide. Cette connaissance était un bouclier contre la peur qui menaçait de la consumer. Et Lara hocha la tête, le cœur trop plein pour les mots. Elle quitta la ferme à la faveur du crépuscule, son corps reposé et son esprit renouvelé. On lui avait montré un moment de gentillesse, une petite bougie vacillante d'humanité dans la vaste et oppressante obscurité de son monde. Et cela lui donna la lumière dont elle avait besoin pour continuer son périlleux voyage vers la rivière et le batelier qui chantait l'espoir. Tandis qu'Elara trouvait refuge, un autre type d'homme se déplaçait dans les mêmes bois. Bien que son but ne soit pas la fuite, mais la chasse. Alistair Dubois avait engagé le meilleur. Son nom était Reed, un chasseur d'esclaves implacable dont la réputation le précédait. Reed n'était pas un homme mu par la simple économie d'une prime. Bien que la fortune offerte par Dubois soit substantielle. C'était un prédateur qui savourait le défi intellectuel de la poursuite, le puzzle complexe de l'esprit d'un fugitif. Il était mince et nerveux, avec des yeux qui semblaient ne rien manquer, scrutant, analysant et déduisant constamment. Là où d'autres patrouilles avaient été déconcertées par la traversée de l'eau et les mouvements prudents de Jérémia, Reed vit un schéma. Il ne traquait pas un animal paniqué. Il traquait une intelligence, un adversaire digne de ses compétences. Il trouva l'endroit où Jérémia s'était caché dans le fourré de canne, notant le seul roseau cassé, presque invisible, qui marquait une sortie précipitée. Mais c'est plus profondément dans le bois que Reed trouva l'indice qui le fit sourire. Un étirement fin et froid de ses lèvres. C'était un campement, si l'on peut appeler ça comme ça. Il n'y avait pas de foyer, pas de nourriture jetée, rien qu'une patrouille normale ne remarquerait jamais. Mais Reed vit la faible empreinte dans les feuilles où un homme s'était couché. Et il vit comment les branches d'un buisson bas avaient été délibérément attachées avec un brin d'herbe pour créer une ligne de vue sur le chemin en contrebas, puis relâchées pour reprendre leur place. Ce n'était pas le travail d'un homme qui courait à l'aveuglette. C'était le travail d'un homme qui surveillait ses arrières. Un homme qui chassait ses chasseurs. Il est malin, dit Reed à l'un de ces hommes. Un individu brutal qui comptait sur les chiens et la peur. Il ne fait pas que nous fuir. Il réfléchit. Il se déplace avec un but. Cette prise de conscience éleva la poursuite pour Reed. Ce n'était plus une simple affaire de poursuite et de capture. C'était devenu un duel personnel. Une bataille d'esprit qui se déroulait à travers les marais et les forêts du Mississippi. Reed ressentit un frisson, une poussée d'adrénaline qui était sa véritable récompense. Il ne se laisserait pas déjouer. Il trouverait cet homme de fumée et de cendres, et il le ramènerait enchaîné, non seulement pour l'argent de Dubois, mais pour la satisfaction de prouver qu'il était l'esprit supérieur, le chasseur ultime. Il reprit la piste de Jérémia avec une concentration renouvelée et dangereuse. Un loup qui avait senti non seulement le sang, mais un adversaire digne de ce nom. Jérémia gisait enseveli dans le creux d'un cyprès ancien, un espace qui était à la fois une tombe et un ventre. L'obscurité était absolue, épaisse et suffocante, sentant le bois humide et la décomposition. Il s'était faufilé dans cet espace étroit à l'aube, cherchant refuge contre la lumière du jour qui l'exposerait. Ici, contraint à l'immobilité, son esprit commença à travailler. L'adrénaline qu'il avait alimentée pendant des jours s'était finalement dissipée, laissant derrière une fatigue profonde et le poids froid et lourd de ses pensées. Il vit les visages de ceux qu'il avait laissés à au coude. Il vit Elara, ses yeux pleins d'amour et de peur. Et il vit le vieux Ben, son visage à masque de sagesse attristée, sa voix résonnant dans la mémoire de Jérémia, l'avertissant de la tempête qu'il était sur le point de déchaîner. Une pointe de culpabilité, aiguë et débilitante, le transperça. Avait-il semé la ruine sur eux? La colère de Dubois s'abattrait-elle sur les innocents? Une punition collective pour son acte de défi? Il lutta avec la question, l'obscurité du creux amplifiant l'obscurité de sa propre âme. Il devait croire qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il devait croire que la liberté pour l'un d'entre eux était une victoire pour tous. Qu'une seule étincelle de rébellion valait mieux qu'une vie de soumission silencieuse. 8. Il se renforça avec la conviction qu'il n'avait pas seulement détruit, mais créé.
Créer une possibilité, une légende qui pourrait donner à d'autres le courage de se tenir droit. Il était pris dans un étrange limbe. Un homme entre deux mondes. Il n'était plus Jeremiah Carter, esclave. Cet homme avait brûlé jusqu'à la cendre avec le coton. Mais il n'était pas encore un homme libre. Il était un fantôme, un fugitif, un murmure dans le vent. Son identité même semblait aussi informe que la fumée dans laquelle il avait disparu. Il n'avait pas de nom, pas de lieu, rien que les haillons sur son dos et l'espoir ardent et désespéré dans son cœur. Et cet espoir avait un nom, Elara. Il s'accrochait à la pensée d'elle, son esprit traçant le chemin qu'il avait balisé, priant qu'elle ait trouvé des signes, qu'elle soit en sécurité, qu'elle se déplace vers le nord. La pensée de leur retrouvaille était la seule chose qui tenait le désespoir envahissant à distance. C'était son étoile polaire dans l'obscurité suffocante du creux du cyprès, le seul point de lumière dans un univers de peur. Il ne courait pas seulement pour lui-même. Il courait vers elle. Et cette seule et puissante vérité était toute l'identité dont il avait besoin. La quasi-collision se produisit à un petit passage de ferry non gardé sur la rivière Bogchito. C'était une nuit sans lune. Le ciel, une canopée de velours noir piqué de la lumière froide et lointaine des étoiles. Jérémia marchait depuis des heures, sa faim une bête agaçante dans son ventre. Il avait perdu sa petite poche de provisions quelque part dans le marais, et ses forces l'abandonnaient. Le ferry était un simple radeau à fond plat, attaché à un poteau sur la rive proche. Son plan était de le détacher, d'utiliser la perche pour le guider à travers le courant lent, puis de le laisser dériver en aval, couvrant ses traces. Il sortit de la lisière des arbres, ses sens en alerte maximale. L'air était calme. Le seul son, le doux clapotis de la rivière contre la rive et le chant des grillons. Il était à mi-chemin du ferry quand il l'entendit. Le seul son qu'il redoutait, le gémissement bas et avide d'un chien de chasse. Il se figea, son corps instantanément rigide. Puis il entendit le tintement d'un harnais et le faible murmure de voix de la rive opposée. Une patrouille. Il l'attendait. Il vit la lueur d'une allumette alors qu'un des hommes allumait une pipe. Et dans cette brève lumière vacillante, il vit le visage de son chasseur. C'était Reed. L'homme était appuyé contre un arbre, sa posture détendue, mais son regard était fixé sur le passage du ferry. Un prédateur patient attendant que sa proie tombe dans le piège. La panique, froide et absolue, saisit Jérémia. Il l'avait anticipé. Reed l'avait déjoué. Il devait courir, mais il n'y avait nulle part où aller. Les bois derrière lui seraient pleins de leurs chiens. La rivière était sa seule chance. Sans plus réfléchir, il abandonna son plan et dévala la rive boueuse, plongeant dans l'eau sombre et incroyablement froide. Le courant était plus rapide qu'il n'y paraissait, et il l'attrapa, le tirant vers le fond. Il lutta pour remonter à la surface, haletant pour reprendre son souffle, ses poumons en feu. Sur la rive, le chien se mit à aboyer frénétiquement. Des cris éclatèrent de l'autre côté de la rivière. Là, dans l'eau. Un coup de feu déchira la nuit, la balle sifflant près de sa tête et plongeant dans l'eau à quelques centimètres de là. Jérémia ne nagea pas. Il se rendit, laissant le puissant courant l'emporter en aval, loin des lumières et des cris, plus profondément dans l'obscurité. Il était plus froid, plus affamé et plus vulnérable que jamais. Mais il était vivant. Et maintenant, la poursuite n'était plus un concept abstrait. C'était personnel. Il avait vu le visage de son chasseur. Il savait que l'homme était proche, une ombre implacable qui ne s'arrêterait pas tant que l'un d'eux ne serait pas fini. Le fleuve Mississippi n'était pas un fleuve. C'était une présence, une vaste obscurité mouvante qui exhalait un souffle froid et humide dans la nuit. Jérémia, affaibli mais vivant, atteignit finalement ses rives à un coude d'isolé spécifique à des kilomètres au nord de Natchez, un endroit qu'il n'avait jamais vu que dans son esprit. C'était une ruine d'homme, ses vêtements en lambeaux, son corps une toile d'égratignure et de contusion de sa fuite désespérée à travers la nature sauvage. Le plongeon dans le Bogchito l'avait sauvé du piège de Reed, mais il lui avait volé le dernier de ses maigres forces, le laissant frissonnant et vidé. Pourtant, il avait continué à avancer, poussé par une force plus puissante que la faim ou l'épuisement. L'image du visage d'Elara, une braise ardente dans l'obscurité froide de son esprit. Maintenant, il se tenait au bord du grand fleuve, le point de rendez-vous, et un brouillard spectral épais montait de l'eau. C'était une chose vivante, un mur blanc et silencieux qui avalait les arbres, la rive et le monde lui-même. C'était à la fois un danger et un sauveur potentiel. À l'un seul qui pouvait le cacher de ses poursuivants ou dissimuler des menaces inconnues. Il écouta, les nerfs à vif, chaque fibre de son être à l'écoute des bruits de la nuit. L'air était étrangement calme, le chœur habituel des insectes et des grenouilles étouffé par la vapeur d'os. Il pouvait entendre sa propre respiration rauque et les battements frénétiques et instables de son propre cœur. C'était le dernier pari. Il savait que Reed ne pouvait pas être loin derrière. L'homme était trop malin, trop implacable.
C'était une ombre s'accrochant au talon de Jérémia, et sa proximité était une pression froide à l'arrière du cou de Jérémia. Prenant une inspiration tremblante, il porta ses mains en coupe à sa bouche et lança l'appel que lui et Lara avaient pratiqué à voix basse il y a si longtemps. Le cri plaintif à 3 notes d'un engoulevent. Le son était fin et fragile, et le brouillard sembla le happer de l'air, l'étouffant presque instantanément. Il attendit. Le silence qui répondit était absolu, profond et terrifiant. Il attendit ce qui sembla une éternité. Une vie passant à chaque seconde suspendue. Le doute, un serpent froid et venimeux, commença à s'enrouler dans ses entrailles. S'était-il trompé? L'information de la femme Quaker était-elle erronée? Le batelier avait-il été capturé? Ou pire? Était-il seul, à bout de force, attendant le son inévitable des chiens et des hommes s'écrasant à travers le sous-bois? La tension était une chose physique, un serrement dans sa poitrine qui rendait la respiration difficile. Le brouillard tourbillonnait autour de lui, ses vrilles humides s'accrochant à sa peau comme des doigts fantomatiques, créant un sentiment de profond mystère et d'irréalité. Il était sur le point d'appeler de nouveau, un acte désespéré et insensé, quand il l'entendit. Un son si faible qu'il crut l'avoir imaginé, le doux plongeon rythmé d'une seule rame dans l'eau. Une forme commença à se dessiner hors du mur, blanc de brouillard. C'était une petite barque, se déplaçant avec un silence impossible. Un vaisseau fantôme sur un fleuve fantomatique. Une seule silhouette se tenait à la poupe, tirant le bateau vers l'avant avec de longs coups de rame puissants et silencieux. L'homme était une silhouette, ses traits obscurcis par la brume et l'obscurité. Mais Jérémia pouvait sentir son regard prudent et évaluateur. La barque glissa jusqu'à s'arrêter à quelques pieds de la rive, sa coque raclant doucement contre la boue. Le batelier était un homme noir libre, son visage sombre et profondément ridé, ses yeux portant la prudence lasse d'un homme qui trafiquait des secrets dangereux. Il ne parla pas pendant un long moment, son regard balayant le rivage, écoutant. Quand il parla enfin, sa voix était un grondement bas et rauque, à peine plus fort qu'un murmure. « Toi, celui qui marche à travers le feu. » La question resta suspendue dans l'air brumeux. Un mot de passe prononcé entre deux mondes. La gorge de Jérémia était à vif, sa voix un croissement sec et rauque. Il dut déglutir 2 fois avant de pouvoir répondre. « Je suis celui qui cherche sa femme. » Le batelier hocha lentement la tête. « Aïe seul. » Mouvement décisif. Les lignes sombres de son visage semblèrent s'adoucir presque imperceptiblement. « Elle attend de l'autre côté, » dit-il, sa voix toujours basse, mais portant maintenant un ton différent, une note de confirmation, de mission. Elle est arrivée il y a 2 jours, effrayée mais forte. Elle a dit qu'un homme de fumée et de cendres viendrait la chercher. Il fit un geste de la tête vers la barque. Monte. Les chiens sont proches. Je les ai entendus à 1 mile d'ici, pleurant comme s'ils avaient perdu la piste au bord de la rivière, mais ils vont ratisser l'arche. Les mots frappèrent Jérémia avec la force d'un coup physique. Et Lara, elle était en sécurité. Elle avait réussi. Elle l'attendait. Le soulagement fut si soudain, si écrasant. C'était comme une digue qui se rompait en lui. La terreur et la tension qu'il avait maintenues ensemble pendant des jours, les bandes de fer de l'adrénaline et de la peur se dissolurent simplement, le laissant sans os et faible. Ses genoux plièrent, et il dut s'agripper à un arbre pour ne pas s'effondrer. Des larmes, chaudes et inattendues, montèrent à ses yeux, brouillant l'image fantomatique du bateau et du batelier. Il l'avait fait. Son plan impossible, tissé de désespoir et d'espoir, avait fonctionné. Les 2 moitiés de leur évasion se rejoignaient. Cette connaissance fut une vague de joie pure et sans mélange, une dernière explosion de force désespérée qui le propulsa en avant. Il dévala la rive boueuse et entra dans l'eau froide, ses mains se tendant vers le côté de la barque. Juste au moment où les mains de Jérémia agrippaient le plat-bord du bateau, un cri éclata des bois derrière lui, net et clair dans la nuit. Là, près de l'eau. Des lumières apparurent. Les flammes dansantes et vacillantes de torchers, en pain coupant à travers le brouillard. Reed, il l'avait trouvé. Le chasseur d'esclaves et ses hommes firent irruption à travers le sous-bois sur la rive du fleuve. Leurs formes sombres se découpant sur la lumière des torchers. Les chiens, ayant finalement retrouvé la piste, se mirent à aboyer avec une intensité frénétique et sauvage. Du bateau, la voix de Reed rugit, remplie de la fureur d'un prédateur dont la proie lui échappait. Ne le laissez pas s'échapper. Feu. La nuit explosa dans une cacophonie de violences. Des coups de feu claquèrent, les éclairs oranges des canons perçant le brouillard. Les détonations étaient étouffées, le son étrangement amorti par l'air épais et humide. Des balles sifflèrent près d'eux, plongeant dans l'eau avec des sifflements rageurs, projetant de petits geysers d'eau noire autour de la barque. Jérémia se hissa par-dessus bord, s'effondrant au fond du bateau tandis que le batelier enfonçait profondément sa perche dans le lit boueux de la rivière. D'une poussée puissante et désespérée,
Il éloigna la barque de la rive et la lança dans le courant principal. Le batelier attrapa ses rames, les plaçant dans le tolet avec un mouvement fluide et exercé, et commença à ramer. Il ne tirait pas avec une hâte frénétique, mais avec de longs coups profonds et silencieux. Son corps une machine de puissance contrôlée, tirant la barque de plus en plus loin dans le sanctuaire blanc et dense du brouillard. Depuis la rive, la scène devint un tableau chaotique et déformé. Reed et ses hommes tiraient encore et encore, leurs tirs sauvages et sans direction, leurs jurons avalés par l'immense et indifférente brume. Ils purent voir l'ombre de la barque pendant un moment, une forme sombre avec deux silhouettes, puis elle commença à se dissoudre, ses bords s'estompant, sa forme devenant de moins en moins distincte jusqu'à ce qu'elle soit complètement consumée par le mur blanc du brouillard. L'homme de fumée s'était maintenant évanoui dans la brume. Reed se tenait sur la rive, écoutant l'aboiement frénétique et inutile de ses chiens, fixant la blancheur vide qui avait englouti sa proie. Il avait été battu. L'homme était parti. La traversée du fleuve fut un passage entre les mondes. À l'intérieur du cocon de brouillard, le chaos de la rive s'estompa, remplacé par un silence profond et surréaliste, rompu seulement par le clapotis calme et rythmé des rames. Jérémia gisait au fond de la barque, son corps tremblant des répliques de l'adrénaline et de la libération profonde et frissonnante de son soulagement. Il fut conduit à une petite maison sans prétention, nichée dans un bosquet d'arbres dans une colonie de gens de couleur libre, de l'autre côté du fleuve. C'était une maison sur un havre. Il fut conduit dans une petite pièce propre, éclairée par la lueur douce et chaude d'une seule bougie. Et là, debout près de l'âtre, le dos tourné vers lui, se trouvait Elara. Elle se retourna à son entrée, et pendant un instant, ils se fixèrent simplement à travers le petit espace. Elle était plus mince, son visage marqué par les lignes de la peur et de l'épuisement. Mais ses yeux, ses beaux yeux forts, brillaient d'une lumière qui éclipsait celle de la bougie. Il n'y eut pas de grand discours, pas de déclaration grandiloquente. Les mots étaient inutiles, des récipients inadéquats pour l'océan d'émotions qui déferlait entre eux. Ils bougèrent en même temps, se précipitant dans les bras l'un de l'autre. Une collision de désespoir et de retour au foyer. Il enfouit son visage dans ses cheveux, inhalant son parfum, le seul vrai parfum qu'il ancrait dans son univers entier. Elle s'agrippa à lui, ses doigts s'enfonçant dans le tissu, en lambeaux de sa chemise, son corps tremblant contre le sien. Ce fut un moment de libération calme et profond, la confirmation silencieuse et puissante de leur survie, de leur retrouvaille. Ils se tinrent ainsi longtemps, deux moitiés d'une même âme redevenues entières. Les cicatrices de leur voyage, visibles et invisibles, étaient là, mais aussi la force incassable et indéniable de leur lien. Leur avenir était un vaste et terrifiant inconnu, un chemin s'étendant dans un nouveau type d'obscurité. Mais ils le parcouraient ensemble. C'était le leur. Des mois plus tard, de retour à Natchez, les plis d'automne avaient lavé les dernières cendres noires du sol de la plantation d'Oakwood. Mais la cicatrice sur la terre et sur la fortune d'Alistair Dubois demeurait. Il ne se remit jamais de sa perte. L'incendie avait brisé quelque chose en lui. Pas seulement son compte en banque, mais sa croyance en l'ordre inébranlable de son monde. Il devint un homme amer et renfermé, hanté par le fantôme d'un esclave qui ne put capturer. Reed, le grand chasseur, n'attrapa jamais son homme. Il retourna à Dubois les mains vides, sa réputation ternie, sa fierté brisée par l'homme qui s'était dissous dans la fumée et le brouillard. L'histoire de Jeremiah Carter, cependant, ne s'estompa pas. Elle grandit. Elle devint une légende permanente, un élément du folklore secret des esclaves. Elle était racontée en chuchotements respectueux dans les quartiers les froides nuits d'hiver, une histoire de défi qui donnait de l'espoir aux désespérés. L'homme lui-même avait disparu, s'était évanoui de la surface de la terre. Mais l'homme ombre, l'homme de feu et de brouillard, demeurait. Il devint un puissant symbole de rébellion, un fantôme de liberté hantant les confins du monde des plantations, une promesse que les chaînes pouvaient être brisées, que les maîtres pouvaient être défiés, qu'un homme pouvait, si sa volonté était assez forte, traverser le feu et renaître. Certains feux, une fois allumés, ne peuvent jamais vraiment s'éteindre.